Hi everybody, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rencontrer Thomas. Alors Thomas, c'est un spécialiste en langue anglaise. Il a enseigné l'anglais depuis plus de 40 ans et à différentes nationalités. Il a voyagé dans une dizaine de pays. Donc il a une grosse expérience comment enseigner l'anglais aux non-anglophones. Donc c'est vraiment des méthodologies qui sont vraiment axées sur comment apprendre l'anglais d'une manière naturelle. Donc c'est vraiment bénéfique pour vous, car comme je vous ai dit, la chaîne Anglais Révolution, c'est vraiment, voilà, on est loin de la méthode scolaire, on essaye d'apprendre l'anglais d'une manière naturelle. Donc la vidéo, elle va se passer en deux étapes. La première étape, c'est vraiment où on va essayer de comprendre ce qu'il dit notre ami Thomas et bénéficier aussi de toutes ces techniques, toutes ces astuces. Et la deuxième partie de la vidéo, ce que je vais faire, moi, dans cette vidéo, je veux dire, le deuxième pilier de cette vidéo, c'est je vais surligner les mots-clés et les mots importants que généralement, j'ai remarqué que les francophones, ils font souvent des erreurs avec ces mots-là, d'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est peut-être que vous pouvez parler anglais, mais qui vous dit que votre anglais est correct? Et généralement, il n'y a personne pour vous corriger. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? J'ai remarqué s'il y a des erreurs qu'on a traînées depuis notre enfance, soit à cause de la traduction, soit, voilà, je veux dire, c'est vraiment proche du français. Donc, il y a des erreurs que parfois, c'est très subtil. Et c'est des erreurs qu'on fait à répétition. Et moi, ça, j'ai remarqué dans des meetings, dans des assises, on va dire, plus ou moins officielles, où voilà, il y a des francophones qui parlent en anglais, mais ils font des erreurs catastrophiques, des erreurs qui vraiment vous discréditent. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, ça va être vraiment le but, essayer de vous corriger au maximum ces erreurs-là, mais toujours dans un contexte naturel, ludique et agréable, et loin des méthodes scolaires. Car c'est la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est de l'apprendre d'une manière naturelle, d'une manière vivante, d'accord? Donc, moi, je vous dis, on se voit de l'autre côté dans la vidéo avec Thomas. Et en attendant, n'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Et n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description en bas. Il y a des PDF gratuits à télécharger, des formations, voilà, vraiment, il y a plein de petits produits pour vous, peut-être petits contenus pour vous aider toujours à progresser en langue anglaise. Et aussi, en ce moment, j'ouvre des sessions stratégiques pour des personnes qui ont besoin d'un anglais, on va dire, beaucoup plus professionnel, des personnes qui ont vraiment un besoin d'urgence, qui, je ne sais pas, doivent préparer une expatriation par exemple, ou bien qui doivent passer des interviews dans pas longtemps, ou qui sont à la recherche d'un travail, ou vraiment l'anglais c'est vraiment une urgence pour eux. Vous pouvez réserver votre rendez-vous, voir si, selon votre disponibilité. Donc voilà, et tout ça dans la description. En attendant, on se voit de l'autre côté avec Thomas, comme je vous ai expliqué. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, où là, je vais vraiment faire une analyse de tous les mots-clés que je vous ai dit, là, qui seront dans la vidéo, pour vraiment que vous compreniez pourquoi vous faites ces erreurs. Parce que généralement, ce que j'ai pu comprendre, quand on comprend notre erreur, comprend nos erreurs en langue anglaise, généralement, on ne les fait plus. Voilà, je vois de l'autre côté. Je vais donner la parole à Thomas qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut améliorer notre anglais à travers la lecture. Okay, the extensive reading. First of all, extensive reading is became very popular in Japan. In Japan. And one of the teachers there, Tom Robb, he was a professor at a Japanese university. He created this online program which would monitor the amount of reading that students would do. So students could read a book and then they could take a test online. Then the teachers very easily could monitor how many words they had read. Great. And so the program that I use, we use mReader, which is a free program, and then we also use xreading.com. Xreading.com, yeah. And that one you actually have to, you can't really sign up online, so you kind of have to go through, you have to develop, create a classroom, and then you register the classroom with xreading directly. Great. And then you can register your students that way. But what I found is through my interest in reading, extensive reading particularly, it's quite different than intensive reading. So intensive reading takes place in the classroom. It's where the teacher gives you a piece of paper with the story on it, maybe 200 words. The students go through it together. It's the same information. It may be a little difficult. They underline words they don't understand. They may not understand the grammar, whatever. But in extensive reading, it's totally different. It takes place outside the classroom. And this is a place where it's been tested. And Paul Nation, who is a professor in New Zealand, who is quite famous for vocabulary throughout the English language study program. He decided that, well, his studies showed that students should know about 99% of the vocabulary when they're doing extensive reading. So
in intensive reading, the students are focused on the grammar, the vocabulary, basically the structure. But in extensive reading, you're focused only on the story. You're just trying to understand the story. And so the idea is to process English in a very simple way, trying to understand what the English says. So it actually uses a different part of the brain. And this is the one that makes language learning very, very accessible to the student, okay, and they can then use the language. Whereas if you just focus on learning more and more and more and more, if you never take the time to practice and use that continually, you may not be a very successful language learner. Donc voilà, comme promis, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi ces mots-là, je vous ai dit, je les ai surlignés en noir. Donc on avait le premier mot qui était the extensive, d'accord? Là, comme vous pouvez savoir, c'est qu'en langue anglaise, lorsqu'on a l'article the et le mot qui suit, c'est une voyelle, il commence par une voyelle, donc ça peut être the extensive, c'est plus agréable à écouter en langue anglaise. The end of it, the extensive. Et vous voyez bien que le mot extensive, c'est un nom, il est composé de 3 syllabes, et lorsqu'on a un nom composé de 3 syllabes, on met ce fameux accent tonique au milieu. Extensive, d'accord? The extensive. Répétez après moi. Extensive. Extensive. Et c'est comme ça que les anglophones prononcent les noms, les verbes et ainsi de suite, d'accord? Le deuxième mot, c'était un verbe. Created. Vous voyez de la manière qu'il a prononcé avec son accent américain? Created. Et le T, il faut que vous sachiez qu'en langue anglaise, lorsqu'il se retrouve entre 2 voyelles, qu'est-ce qui se passe? Il devient une sorte de D. Created, d'accord? Et j'entends souvent les francophones, par exemple, quand c'est un participe passé, dire created, created. Non, ici c'est un ed, d'accord? À chaque fois que vous avez un verbe qui finit par un T ou par un D, vous aurez ce son ed. He wanted, il voulait. Il avait besoin, he needed, d'accord? Did, c'est vraiment court et évitez de mettre un E, d'accord? Donc, created. Et le T devient un D ici, created, d'accord? Le prochain mot qui était, que j'avais sonné, would, vous voyez? Would, could, d'accord? Et ne dites pas would, qui veut dire aussi enfant en arabe, would fulan, d'accord? Would, could, d'accord? Donc le L, s'il vous plaît, ne prononcez pas parce que ça gâche votre anglais. Comme le verbe parler aussi, dites pas talk, he talked English, alright? Donc voilà, ce L, quand il est en fin de mot, souvent il n'est pas prononcé. Ensuite, on avait un autre verbe qui était, je vous l'ai souligné, vous pouvez le comprendre, c'est le verbe comprendre, mais la manière qu'il est prononcé, dites pas understand, understand, understand. Et l'accentuation, elle se fait sur la dernière syllabe. Pourquoi? Parce que c'est un verbe ici, d'accord? He understands a lot, ok? Ensuite, le prochain verbe, il y avait une expression, vous voyez, il a dit what I found, what I've found. Vous voyez, il n'a pas dit what I have found. Vous voyez, ces mots-là, c'est parfois ces petits mots-là qui nous font, je veux dire, qui nous donnent du mal, qui nous rend l'anglais difficile à comprendre. C'est quoi? C'est tous ces mots, j'appelle ça des mots outils. C'est tous les, on va dire les prépositions, les question tags, tous les petits verbes, les auxiliaires. Tellement ils sont répétés en langue anglaise, eh ben, on ne les entend pas, ils sont prononcés très rapidement. Donc il n'a pas dit what I have, what I've, vous voyez? What I've. Et found, pourquoi j'ai mis l'accentuation dessus sur ce verbe? Parce que souvent on entend les francophones, quand ils parlent au passé, j'ai trouvé quelque chose, ou voilà, l'utiliser au passé, ils disent I find a job yesterday. Non, c'est I found. N'oubliez pas que c'est un verbe irrégulier. Donc, n'oubliez pas de le mettre à sa forme correcte. Donc, ça donne what I've found. D'accord? Il y avait une autre expression aussi. For vocabulary. Okay? Il n'a pas dit for. Ça, déjà, faites un petit effort. Tout ce qui finit par un R dans la langue anglaise. For. Essayez de mettre ce R à la fin. For. Et le vocabulary. Ne dites pas vocabulary. Sachez que les voyelles en langue anglaise, elles ne se prononcent pas toutes. C'est pas comme en français. Il y a certaines voyelles en langue anglaise, on a ce fameux schwa sound, c'est-à-dire que ces voyelles-là, on met un très rapide. Regardez, vocabulary. Ici, l'accent tonique, il est sur la deuxième syllabe. Vocabulary. D'accord? Il y avait une expression aussi. Alors ça, cette expression, elle est souvent utilisée en langue anglaise. D'accord? C'est basically.
vous l'utilisez pour dire en effet, en fin de compte, et souvent pour permuter d'une phrase à une autre. Et j'entends souvent les francophones dire basically, basically. Non, c'est basically, basically. Et le C-A-2-L-Y, c'est cly, cly. Dites pas cly, cly. Basically, basically, d'accord? Le prochain mot qui était the structure, ok? C'est un mot français, structure, mais regardez comment il est prononcé. Structure, structure. Souvent, le T en langue anglaise, c'est une sorte de ch, de structure, ok? Il y avait un autre mot aussi, c'était une idée. Ne dites pas de idea, ça entend souvent, mais plutôt the idea. Vous vous souvenez, the, le E devient I, pourquoi? Parce que la voyelle d'après, c'est une voyelle. Le mot d'après, pardon, c'est une voyelle, donc ça fait the idea, idea, d'accord? Idea, répétez après moi, the idea. Et le dernier mot, c'était pratiquer. Donc, ce que je vous demande tous les jours, essayez de pratiquer un maximum en anglais. Dis pas practice, I have to practice English. Non, I have to practice English. D'accord? Practice, practice. Mettez l'intonation ici, dans la première syllabe. To practice. D'accord? Donc, voilà pour aujourd'hui. Pour vraiment optimiser une deuxième fois votre anglais, ce que vous pouvez faire avec tous les petits conseils que je vous ai donnés, vous allez réécouter la petite partie avec Thomas où il explique tout ça. Et vous allez voir que votre anglais va commencer à s'améliorer d'une manière naturelle. Je vous dis pour un prochain épisode, stay in touch et n'oubliez pas de faire un petit tour dans la description. J'ai plein de surprises pour vous et je vous dis à très bientôt.